Salut à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de Day to Africa Stories. Aujourd'hui, je vous embarque pour un voyage vers le futur de l'architecture en Afrique avec le duo de visionnaires de Chorus Architecture, Christophe et Cédric. Bonsoir Christophe et Cédric. Merci Ah, de l'honneur que vous nous faites de nous rejoindre ce soir et de nous partager votre expérience et votre vision pour l'Afrique et surtout pour l'architecture. Bonsoir, plaisir bonsoir. partagé. On va apprendre à vous connaître tout au long de cette interview. Mais avant ça, on va faire ce qu'on appelle un brise-glace. Mais pour ce faire, ça sera un petit jeu. Un jeu avec trois questions. Et trois questions dont vous devez tirer au sort un chiffre de 1 à 10. Trois. 3. Quel est le premier bâtiment qui a déclenché en vous la passion pour l'architecture? Moi, c'est une villa. Elle est là, derrière Neptune Tam Tam, ici à Bimassi. Il y avait la double high ceiling, le plafond double hauteur. Ça OK. m'intriguait beaucoup. Donc, je me demandais toujours pourquoi. Et toi, Christophe? Je pense qu'il y a un bâtiment particulier. Si oui, la case familiale au village, parce qu'il y a une case, la case que le grand-père a construite est en terre. Et à côté, il y a, on va dire quoi, la maison moderne, entre guillemets, qui a été faite en papier, mais elle s'est détériorée beaucoup plus rapidement que la maison en terre. Donc, OK. ça peut. D'accord, c'est magnifique. OK, le deuxième numéro, la deuxième Sept. question. Quel est le matériau de construction le plus inattendu que vous aimeriez expérimenter dans un projet futur? Bon, disons un immeuble en porte-à-porte. Voilà. C'est En pas un quoi? matériau, mais un numéro. Donc, parce que le matériau, c'est la terre, la technique, c'est le Le torchis. torchis, communément appelé le torchis. OK, je connais pas du tout ce que c'est. Qu'est-ce que c'est? La Au sud, technique, Cameroun, là, quand on met des bâtiments en bois, puis on vient jeter la on est la terre, terre comme ça. on tape la terre. La maison traditionnelle du centre Cameroun, centre-sud OK, Cameroun. OK. La troisième question. Number one. OK, si vous avez carte blanche pour 24 heures, quel problème urbain majeur aimeriez-vous résoudre grâce à l'architecture au Cameroun? Non, moi, c'est les déchets, c'est OK, especially waste management. Parce que c'est une OK. richesse pour moi. Je rêve d'un monde où il n'existe pas de déchets. Wow. C'est même une notion qui n'existe pas du tout. OK. Et toi, Christophe? OK. Reconstruire nos rues en préservant l'essence même de ces ruelles-là, qui sont les commerces informels. Donc, structurer nos ruelles. Très intéressant, vraiment. Je vois vraiment la vision est vraiment pointue. Très fine déjà dans la gestion des déchets, un monde sans déchets et d'avoir une infrastructure prenne en compte peut-être le bien-être des gens en même temps. Pour fou, ça. C'est vraiment puissant ce que vous dites. Et du coup, j'ai envie qu'on plonge dans le vif du sujet. Donc, je vous laisse l'honneur de vous présenter vivement et de nous dire qui vous êtes. Je suis Cédric Chambang, architecte passionné du développement, je spécialisé tous deux en sustainable architecture, éco-construction. Euh, Comme je l'ai dit là, moi je rêve d'un monde sans déchets, post-waste world, essentiellement où l'urbanité se construit à partir de la réappropriation des savoir-faire anciens. Pourquoi? Parce que je considère que la construction, c'est comme un arbre généalogique ou bien comme l'évolution. C'est-à-dire qu'on a quitté un point tout parfait, un point où on a merdé, pour parler trivialement. Le coronavirus a bien démontré qu'il n'y a aucune ville, sinon, il y a un peu de villes parmi celles qu'on considère comme les modèles de villes qui est résiliente. Les gens ont dû être confinés malgré tout le, entre guillemets, développement et tout. Il faut revenir dans sur l'arbre de l'évolution, voir à quel moment tout était bien. Et à partir de ce moment-là, appliquer l'intelligence artificielle. Donc, je dis que si les humains n'appliquent pas les précautions qu'ont dû appliquer les dinosaures, ils vont aussi disparaître. Et la Terre, elle n'aura pas de problème. Là, je parle scientifiquement, j'oublie tout le côté religieux, etc. etc. Donc, maintenant, c'est ça. C'est pour ça que toutes les interventions qu'on fait en tant qu'architecte, c'est avec ces questionnements-là. Comment rendre tout écosystémique, tout doit être fonctionnel, tout doit être utile. Et moi, je ne crois pas à la décoration. Pourtant, je suis architecte et je suis même convaincu
comme artiste généralement, parce que je suis aussi musicien. Donc, je ne fais pas une voûte parce que c'est beau, je ne fais pas un truc parce que c'est beau, je fais parce que ça sert à quelque chose, qui sert à quelque chose, qui sert à quelque chose, de manière simple. Ok, merci Cédric. Ok. C'est de l'ultime. Oui, Christophe. Christophe Chaban. À ce qu'il a dit, on ajoute le Human Design, qui est de travailler en prenant en compte, en mettant l'humain au centre du projet, en prenant en compte ses besoins à moyen, court, long terme, et en travaillant avec comment on va dire, son identité, ce qui le représente en fonction du contexte dans lequel il se trouve. C'est pour ça qu'au début, j'ai parlé de si j'avais un carte blanche, de reconcevoir le monde réel en prenant en considération leur essence, ce qui leur rend particulier par rapport aux autres réels du monde entier. Donc, je crois que notre chaîne, c'est ça. Human Centered Design, historicité et réappropriation des savoir-faire en gel, développement durable, sustainability, tout cet ensemble-là dans l'architecture et tout ce qui est autour de l'architecture. J'ai entendu Samba 2 fois. La question que tous ceux qui ne vous connaissent pas se posent, c'est que ce sont des frères, des sœurs ou... Bon, nous sommes anciens camarades de classe, on a fréquenté tous les deux ensemble. Même promotion à l'Institut des Beaux-Arts de Pumbaa, Université de Charles. Nous sommes cofondateurs de Chorus Architecture et nous sommes bonjour. Ok, c'est bon, super. Je rappelle dans la parenthèse, mais ça a son importance. On est membres, on est ensemble, mais on a des identités propres quand même parfois. Parce que moi, je suis président de la commission architecture durable de l'École nationale en étant conseiller titulaire dans le bureau. Elle est ma suppléante dans le bureau, mais elle est présidente de la commission innovation et technologie au Cameroun. Donc, ce qui fait que ça nous permet de toujours nous rencontrer. On aime se challenger les uns les autres. Ça donne du piment pour la suite de l'émission parce que il y a beaucoup de personnes, je pense, beaucoup d'Africains, hommes ou femmes, je ne sais pas, qui pensent qu'on ne peut pas travailler avec son épouse ou son époux, ou qui diraient même que les femmes qui ont beaucoup fréquenté, on ne doit même pas les épouser, par exemple. Donc, on va revenir sur ça plus tard. On continue d'abord l'émission. D'abord, on continue après, vous allez nous expliquer. Donc, vous avez fait le même parcours académique à l'Université de Sion, si je comprends bien, sur les Beaux-Arts à l'Université de Sion. Et vous avez pu progresser après, créer, fonder Chorus ensemble, Chorus Architecture. Et en gros, c'est quoi Chorus Architecture? En gros, j'en ai une phrase parce que... We build houses, habitat, homes, people and communities. Wow. Donc, vous construisez des maisons, des gens, des foyers, ok. des habitats, des habitats, des personnes et des communautés. Et les communautés. En fait, que votre rôle, ce n'est pas seulement de faire l'architecture, la maison, comme on voit, ou alors des dessins qu'on voit souvent. C'est vraiment tout un ensemble. Oui, c'est vraiment tout un ensemble. Parce que moi, je prends ma perspective d'Africaine qui connaît le thème d'architecture, comme on nous a appris depuis longtemps. C'est que l'architecte, lui, dessine juste et après, on a la maison. Mais vous avez une autre vision de ce que c'est que l'architecture. Et vous prenez l'être humain dans sa globalité, en fait, pour fournir le cadre de vie idéal, en fait. C'est véritablement ça, l'architecture, en fait. OK. Parce que la définition qu'on a généralement, c'est une définition assez limitative, on va le dire. Oui, en gros, mais c'est ça que la personne ordinaire comprend. Exactement. Donc, moi, je suis personne ordinaire, je ne connais pas l'architecture, je comprends ce qu'on me dit aussi. En gros, on nous explique ça comme ça, terre à terre. Mais il faut donc déconstruire ça dans la tête des gens parce que on a tendance même à outrepasser le rôle de l'architecte, sinon, si je peux me permettre. Et j'aimerais savoir quel est le rôle que les mentors ont eu dans vos carrières respectives. Je crois que l'homme est fondamentalement spirituel, c'est qui lui définit une mission et une essence. Et sur ce point de vue, mon mentor, c'est le docteur Miles Monroe. Beaucoup le présenteront simplement comme un pasteur, mais moi, ce n'était pas véritablement cette casquette-là que je voyais. Je voyais what is the purpose of your life. Et il avait coutume de dire, what is placed on earth is a cemetery. Parce qu'il y a des livres qui sont morts
sans devenir des livres. Il y a des idées qui sont mortes sans être développées. Architecturalement parlant, on a le même mentor local, sinon les mêmes pères Wakam, comme on l'appelait à 78 ans. C'est pas plus la technicité architecturale qui nous a inspirés, mais c'est la sagesse, le détachement, la capacité de vivre paisiblement, sans stress, sans pression. Donc, c'est difficile pour les architectes de ne pas réfléchir pour rien, mais il réussit à se déconnecter, il réussit à rentrer chez lui le soir et dormir et revenir le matin. C'était particulier et sans détail aussi dans le sens, dans la construction. Bon, la place occupe le mentor. Je crois que en tant qu'architecte, le mentor occupe une place essentielle, primordiale même, parce que je ne vais pas dire comme la plupart des métiers, parce que je ne connais pas les autres métiers, mais je sais que ce qu'on apprend à l'école a sa place. Sur le terrain, il y a encore un autre univers que tu découvres. C'est pour ça que, par exemple, à l'ordre, quand tu finis tes études en architecture, pour arriver et prêter serment au niveau de l'Ordre national des architectes, tu fais un stage. Et ce stage-là, l'idéal, c'est de le faire auprès de ton mentor. Donc, tu identifies quelqu'un, un aîné, qui peut t'accompagner pendant ces 2 années auprès duquel tu vas apprendre les rouages réellement du métier et exercer réellement le métier d'architecte au jour le jour. Donc, le rôle du mentor est primordial. Comme il a dit, on a un mentor professionnel qui est soit quand même. On a plein d'autres mentors qui ont complété et qui continuent à compléter cette formation-là que nous avons reçue à l'école. C'était Oui, pour les jeunes. Je sais comment je rentre dans l'architecture. D'une tente des architectes comme ça, Tonia, on va chez Marie. Dans la base, vraiment, on a nos enseignants de l'école et ensuite, on a le père Wakam comme actuellement. Donc, sur le cours, vous avez reçu de beaucoup de personnes qui vous ont inspiré ou conseillé, vous avez pris des éléments. Et maintenant, vous, à votre niveau, comment est-ce que vous faites aussi pour reprendre tout ce que vous avez à acquérir? Bon, déjà au sein de Chorus, on a plusieurs initiatives qui mettent en avant la formation, mais qui permettent de créer un environnement où il y a des échanges interactifs. Nous avons notamment la conférence internationale H-Talk qui réunit les différents acteurs du bâtiment et du développement durable ensemble, avec les promoteurs, avec les institutions, pour discuter des questions de résilience et de développement durable. Nous avons déjà effectué cette édition, c'est une conférence annuelle. Et nous préparons donc notamment cette année la 8e édition. Voilà déjà, par exemple, un aspect par lequel nous passons pour véhiculer le message de l'architecture durable et échanger entre confrères pour s'enrichir. Nous avons également le concours international Archinown, qui est un concours qui met en avant les meilleurs projets de fin d'études durables des étudiants en architecture. Parce qu'en tant qu'étudiant en architecture, tu finis ton cursus de formation avec un projet de fin d'études. Généralement, c'est le plus beau projet, on dit ça comme ça, entre guillemets, c'est le plus beau projet que tu peux produire parce que tu as 1 an où tu travailles sur un projet que généralement tu as choisi toi-même. Tu n'as pas de limite budgétaire, tu n'as pas de limite. Bref, tu crées toi-même le contexte et tu résous le problème que tu as décidé, qui te tient à cœur. Donc, on a généralement des projets très magnifiques qui finissent parfois juste dans les bibliothèques de l'école, dans les tiroirs et autres. Et on s'est dit, en tant qu'Africain, en tant que jeune promoteur de développement durable en Afrique, pourquoi ne pas mettre en avant ces différents projets de fin d'études et d'étudiants-là et créer une plateforme où ces éléments-là sont mis en avant, qui peuvent influencer les plus jeunes, qui peuvent influencer ceux qui sont même déjà en activité et qui peuvent pourquoi pas être réalisés dans différents contextes en fonction du besoin. Et nous avons déjà réalisé 2 éditions et nous sommes en train de préparer la 3e édition de cette compétition. Nous avons également, au niveau local, nous avons un ensemble de
formations, d'ateliers pratiques et autres que nous organisons avec les étudiants, avec les professionnels du bâtiment et autres, toujours avec même les élèves d'école primaire, parce qu'on se dit, s'il faut parler d'architecture durable aujourd'hui, il faudrait commencer à la base. Donc, nous allons parfois dans des écoles avec le projet d'IFAGE et nous discutons avec les enfants de l'école primaire, vraiment l'école primaire des plus petites, de CP en montant, où on parle vraiment c'est quoi l'architecture, c'est quoi le développement durable, qu'est-ce qu'il faut faire pour protéger l'environnement, parce qu'on se dit que si eux, ils ont compris, si eux prennent à cœur ces différentes notions-là, le travail sera beaucoup plus facile dans l'avenir car ils vont grandir, on a assimilé un certain nombre de choses. Et on essaie scientifiquement de relever les inconvénients et de les réadapter pour en faire des avantages. Donc, merci Christophe pour cette réponse très, très, très élaborée. On va revenir sur ce point, justement, parce que vous êtes très jeune. Je ne sais pas si vous avez 35 ans ou 30 ou 40 ans, vous êtes là. Vous faites 1000 choses à la fois étant très jeune comme ça. C'est vraiment pour ça que j'ai tenu à vous avoir, parce que vous êtes d'abord un couple, de un, et de deux, vous êtes très jeune et vous faites dans un domaine qui est, je n'ai pas envie de dire qui est négligé, mais qui a perdu un peu en crédibilité, en noblesse. Et vous, la fois que je vous ai rencontré, j'ai réalisé qu'il y avait des gens qui étaient différents et qui pensaient différemment. Donc, c'est vraiment des éléments que j'ai voulu mettre en lumière ici. Et dans ta réponse, il y a beaucoup d'éléments que j'aimerais qu'on vienne dessus, notamment tu as parlé d'une architalk qui s'est fait une conférence depuis 7 ans, chaque année. Ouais. Depuis 7 ans, vous avez commencé à 20 ans, c'est ça? Vous avez 20 ans, vous avez commencé. En fait, la première conférence est tenue quand on était en dernière année à l'école, je crois, en 5e année. Okay. Et la toute première. En fait, c'est pas. Contrairement peut-être à d'autres domaines, l'architecture ne se transmet pas de manière directe ou codifiée, c'est-à-dire c'est pas comme peut-être la médecine, voilà comment l'infirmerie peut être tout précis, voilà comment on met la seringue. Il y a 1000 réponses. Il faut argumenter pourquoi. Donc, oui, tout le monde a raison à partir du moment où il peut se justifier. Donc, à partir de ce moment-là, on sait qu'il faut créer un lieu d'échange, un lieu de partage, un lieu où les idées fusent et où chacun peut puiser le meilleur les uns des autres. Et aussi de façon pluridisciplinaire, parce que l'architecte travaille pour la société. On ne travaille pas pour nous-mêmes. Oui, c'est souvent considéré comme élitiste, mais c'est une erreur. C'est une erreur dont on a profité l'aristocratie, c'est-à-dire qu'à l'époque, les rois et les gens, on va dire, cultivés étaient avertis, ça va passer à l'architecte. Les autres ne savent pas, ils ont confisqué ces érudits-là qu'ils entretenaient bien. Et évidemment, quand tu réfléchis encore mieux sur des choses très compliquées. On met en musique les différents sons. Je pense que ce sont des lieux idéaux d'apprentissage parce que Architalk, vraiment, les plus grands, quand on analyse le public, c'est je sais pas moi, c'est peut-être 100% des étudiants qui sont là. Mais après, il y a les décideurs qui sont là bien représentés, surtout localement. Et puis, l'univers scientifique, beaucoup plus Middle East, Afrique de l'Est et le Cameroun. On espère toucher un peu de partout à la langue. L'objectif, c'est aussi de donner une voix, bon, ils aiment dire Global South, mais une voix à l'Afrique, parce que, bon, comme je disais, moi, je ne suis pas d'accord qu'on appelle une maison, un truc cadre. C'est bien, c'est même pas le problème, mais ça renvoie à un stéréotype. Et c'est dwelling. Donc, à partir du moment où on dit dwelling, tout se vaut dans l'analyse intrinsèque de ce qui se passe. Et dans ces endroits-là, j'ai la liberté de dire que ce que le plus grand penseur contemporain pensait faux, je justifie, et etc., etc. Okay. Oui, bon, ça fait 7 ans, quand ça va faire 20 ans, tu vas dire que... Non, mais c'est admirable. C'est juste très admirable parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne pensent pas à partager, encore en Afrique. Ou dans tous les cas, une connaissance, c'est tout pour soi, on ne partage pas aux autres. Donc, c'est très admirable et ce sont les valeurs que nous prenons effectivement à Détour Africa. Et c'est très admirable encore d'être si jeune et de le faire et d'aller encore plus loin en faisant des concours pour récompenser les jeunes encore. Ou alors, en allant donner des bourses aux jeunes, ça va plus fort, ça. C'est-à-dire que vous allez tout donner à disposition des meilleurs projets. On connaît la valeur de ces projets. Et
On veut surtout créer un general awareness pour dire aux jeunes que, gars, plus d'autres jeunes pensent comme nous, d'autres jeunes pensent comme vous. Tu n'es pas fou. Tu n'es pas fou de croire qu'on peut faire autrement. Et ce n'est pas un concours local, c'est un concours international. Et jusqu'ici, bon, la dernière édition, quand même, il y a eu des Camerounais qui ont participé. Jusqu'à le premier même était Camerounais, mais qui a fréquenté au Mali. Il y a des Brésiliens, il y a des Russes, peu importe. Le plus important, c'est de créer cet écosystème de la nouvelle génération de personnes qui réfléchissent sur l'avenir de leur planète. Parce que l'environnement bâti, c'est la base. La ville pollue plus que tout. En fait, c'est le lieu de pollution par excellence. Parce qu'on vient chercher les opportunités économiques, chacun apporte ses micros, sa culture, ses mauvaises ou bonnes habitudes, etc., etc. Donc, il faut vraiment la penser de fond en comble. Et si les gens réfléchissent sur des utopies ou sur des cas pratiques, etc., il faut qu'on le sache. Il faut qu'on le sache, en fait. Actuellement, avec le concours, il n'y a même pas de véritable prix matériel. C'est peut-être la visibilité, les opportunités. On s'est dit qu'il faudrait qu'on commence quelque part. Il ne faut pas attendre d'avoir tous les partenariats. Toutes ces différentes activités qu'on constitue sont vraiment des activités self-funded par nous-mêmes. Parce qu'on se dit qu'il faut commencer quelque part. Il faut d'abord faire avant de demander l'aide à X et Y. Il faudrait d'abord commencer quelque part. Et on est quand même fiers du parcours que nous avons déjà emprunté et du bout de chemin qu'on continue. Waouh, c'est juste magnifique. J'ai aussi mon gros chapeau comme ça, là. Je veux dire, c'est bien. Je ne suis pas toute seule dans mon rêve, mais c'est bien de voir encore l'étendue, l'ampleur de ce que vous faites. Parce que on dit, moi, j'aime souvent dire, sur le changement que tu veux voir. Et c'est ça, vous êtes le changement que vous voulez voir. Et vous le faites tous les jours sans attendre, dire, je n'ai pas l'argent d'ici, je n'ai pas cela. Vous commencez par des petites actions comme ça au quotidien. Et ça aura un impact sur le long terme parce que vous impactez déjà des vies. À l'instant où on parle, vous impactez des gens. Et j'ai aimé le thème de cette General Awareness. Je vais le garder pour moi. Celui-là, il va rester. Je vais ajouter African General Awareness. Comme ça, on va être sûr qu'il faut changer la mentalité des Africains qui pensent qu'ils sont aussi capables de rivaliser avec le monde ou alors de sortir le pays, le continent de la situation dans laquelle on se trouve. Parce qu'on voit beaucoup de jeunes qui ne veulent plus rester en Afrique ou au Cameroun, par exemple, ou en bagarre pour aller prendre les bateaux, sortir du pays. Mais c'est bien de voir des gens comme vous, des jeunes comme vous qui sont là, assis. Non seulement ils vivent bien au Cameroun, mais en plus ils impactent les gens partout dans le monde encore. Bah oui, même si tu ne veux pas, mais tu sais pas, tu sais, puis là-bas, c'est des... Ils sont déjà partis depuis. Tu vas comme tout le monde, tu vas avec le bateau pour partir. Parce qu'on est au point où les gens n'en peuvent plus. Ils sont à bout et c'est vraiment le but de ça, de sensibiliser encore davantage. Je pense plus que c'est la projection qui nous fait rester plutôt que le confort. Le présent. Parce que chaque fois que je vois, j'ai envie de rester, mais je sais où se trouve l'avenir en fait. Et je ne veux pas venir comme étranger dans cet avenir-là. Je veux être comme un shareholder. Key shareholder. De façon à ce que quand les autres reviennent, ils ont besoin de quelqu'un pour s'installer, pour se redéployer, pour vivre dans leur continent et puis s'en profiter. Le contexte, c'est que je ne veux pas me mettre en donneur de leçons aux gens qui voyagent, mais parfois je vois des montants utilisés pour voyager. Je me dis, si j'avais ça, qu'est-ce que je n'aurais pas fait ici? Mais il y a un contexte politique, parfois il y a un contexte économique, social, c'est-à-dire que le mindset, comme on disait là, certains n'ont pas besoin de voyager, d'autres si, mais le mindset, vraiment, c'est ça le problème. L'Eldorado est ailleurs. Mais c'est vraiment... Est-ce que l'environnement, c'est ce qui nous entoure ou bien c'est ce qu'on crée? Exactement. Bon, fatalement, on va dépendre des trucs comme Internet, on ne peut rien y faire. La lumière, on ne peut rien y faire. Mais pour le reste, je pense que ça dépend de nous. Comme on dit, on part dans les écoles primaires. Si on attend les financements pour aller dans les écoles primaires, imagine qu'on attend 10 ans, 20 ans. Ça fait une génération qui nous retrouve quand on aura 40 ans, comme tu dis. Si quand on a commencé, quand on a 20 ans, nous retrouve quand on a 40 ans, ils ont 20 ans. Ce sont nos potentiels clients, même en passant, en tant qu'architecte. Donc, on va dire que même si on réfléchit de manière égoïste, on prépare nos futurs clients à ce qu'est l'architecture de demain. Mais maintenant, si on réfléchit de manière utile, on construit des façons de réfléchir
approprié pour que quand ils viennent nous challenger ou nous remettre. Parce que moi, je crois en l'obsolescence des idées. Donc, si tu ne les appliques pas, après un certain temps, ça sera. Powerful. Si tu n'appliques pas l'idée à l'instant où elle te vient, après, c'est temps, ça ne te sert plus à rien. Magnifique, magnifique. J'adore vraiment. Et puis, j'ai envie de demander si tu as actuellement, il y a des gens qui vont nous écouter, que vous aimeriez les dire, ces jeunes-là qui ont perdu le mindset dont vous parlez, qui n'ont même pas la vision de l'Afrique sera le futur Eldorado. Qu'est-ce que vous leur dites à ces jeunes-là? Quel conseil vous leur donnez? Tout le monde devrait ajouter dans son éducation la géopolitique. C'est capital, c'est important. Je sais qu'elle va se marrer. Mais si on ne fait pas un peu de géopolitique, on ne va pas savoir que c'est l'Afrique le centre du monde depuis un certain temps. Parce qu'il dit changement climatique, développement durable, technologie, il dit matière première. Qui dit matière première, dit Afrique. Donc, forcément, et puis quand on regarde la démographie, les gens sont où et seront où. Donc, à partir de ce moment-là, à toi de voir. Et puis, c'est pas vraiment loin, c'est pas une projection, c'est vrai qu'on parle de 50 ans, mais c'est pas si loin que ça. Si nos pays ont, tu vois, émergence 2030 dans tes pays, 2025, 2035, là-bas, tu comprends que les organismes de Bretton Woods, comme on aime dire, ça, il y a certaines projections à ce niveau-là. Or, 2030, c'est dans quelques années. Donc, il faut ajouter ça, quel que soit ton domaine d'éducation, ajoute AI en smart tech ou bien Internet de manière générale, smart tools, et un peu de jeu stratégie. Pas tu parles pas, mais tu écoutes ceux qui racontent tout et n'importe quoi et tu fais ton truc. On va dire quoi? Believe in yourself. OK. Believe in what you do. C'est vrai qu'il y a une partie de jeunes qu'on peut critiquer, mais il y a une autre partie de jeunes africains qui sont vraiment félicités, qui travaillent comme nous au jour le jour pour l'évolution du continent et pour la réalisation de leurs différents projets, même s'ils sont parfois utopiques. Mais je tire un coup de chapeau déjà à cette jeunesse-là qui croit en l'Afrique, qui croit au potentiel de l'Afrique. Et à jeunesse qui veut baisser les bras et nous abandonner, je dirais que la solution n'est pas toujours ailleurs. Et que même en allant ailleurs, si tu n'as pas un plan précis, tu risques de te perdre dans le ailleurs. Voilà, donc quel que soit le chemin que tu vas emprunter, que ce soit travailler sur le continent ou ailleurs, définis bien tes priorités, définis bien ton projet sur 5, 10, 15, 20, 30, 50 ans jusqu'à la fin de ta vie et choisis vraiment le chemin vers lequel tu penses que tu excelleras le mieux ou bien qui te permettra d'atteindre ces objectifs-là de manière intéressante. Donc, coup de chapeau aux jeunes qui croient à l'Afrique, coup de chapeau aux jeunes qui veulent aller ailleurs pour développer l'Afrique. Et coup de chapeau, je me cherche. Je suis sûr qu'ils vont trouver la solution en continuant de regarder vers l'Afrique. Merci Christophe, merci pour ton message très, très inspirant. Believe in yourself et prends des décisions déjà pour changer ta vie, planifie ta vie au long terme et puis tu vas y arriver. Comment est-ce que vous gérez votre vie professionnelle et personnelle en tant que cofondateur et en tant que conjoint? Pour s'en sortir, on ne fait pas réellement de différence. On a essayé au début avec les conseils d'autres personnes en couple qui travaillent ensemble, mais qui n'étaient pas architectes. Du coup, la segmentation, ça n'a pas marché dans notre contexte. Du coup, il n'y a pas vraiment de segmentation. C'est un tout en nous. On peut être à la maison en train de voir avec les enfants et c'est une idée pour ça qui arrive par rapport au projet. Je dis que mets un peu ta tablette là. Concernant tel projet, il y a tel truc. Il y a des jours, on peut être au bureau et vraiment on n'arrive à rien faire parce que ça n'a pas bien promis. On dit que mieux on rentre parce que là, on a besoin de rien faire. Ça ne sert à rien de se mentir. Mieux on rentre. Et parfois, on rentre donc avec les enfants et c'est peut-être avec une heure qu'on commence à travailler de la maison. Donc, il n'y a pas vraiment de vie privée, vie professionnelle. On n'a pas réussi à gérer ça comme les couples conventionnels. Elle va me dire non, les couples conventionnels. Donc, nous, on a un tout.
Chorus architecture, c'est à la fois chorus architecture au bureau, chorus architecture à la maison. C'est partout où on parle de chorus architecture. On crée un écosystème où les enfants peuvent être autour de nous et s'épanouir en même temps que nous. Parce que l'enfant a besoin d'attention, il a besoin de présence. Le reste n'est pas important, les conseils, pas les conseils. L'enfant se comporte bien avec ses parents et du moins tu approches à le compte. Donc pour nous, au lieu de le mettre peut-être à l'école, peut-être on a mis à côté du bureau pour pouvoir le prendre à venir au bureau, aller au chantier, avec les normes de sécurité et tout, tu es la limite où il peut se placer. Si le permet de s'amuser, on remplit full tout ce qu'on fait en fait. Et moi, je crois à cette forme d'apprentissage. Tout à l'heure, le human center. Tu parlais de partager la connaissance. Nous, on a choisi de vivre dans l'ère qui est l'économie de la connaissance. Où plus tu partages, plus tu gagnes. Voilà. Donc, c'est la même chose qu'on fait avec les enfants. Bon, en entreprise, on a des rôles différents. Je suis CEO et concept director. Elle est les programmes en project director. Donc, c'est elle qui vient me dire à quel niveau atteindre le projet. Et donc, elle suit, elle a le calendrier, elle vérifie tout. Ça, c'est un rôle très, très pratique, très, très féminin parce que je pense aussi qu'on pense à nos identités. Je ne veux pas dire que je ne suis pas féministe, mais ça dépend de ce qu'on appelle féministe. Parce que moi, on a analysé, l'homme réfléchit tout le temps, mais ne peut faire qu'une tâche à la fois. La femme peut faire plusieurs tâches en même temps, mais elle réfléchit sur une seule chose à la fois. Du coup, elle est plus efficace pour la programmation qu'un homme. Ça, c'est au-delà de l'école. Maintenant, l'école peut faire que tu as appris à structurer tes idées. Ça, c'est de manière naturelle. Donc, on capitalise sur ces plus-là. Parce que moi, I don't believe in égalité, mais je crois en equity. Donc, à l'équité. C'est-à-dire que ce qu'elle a de plus, où elle est plus forte, et je sais pas, elle a aussi une mémoire d'éléphant. Donc, ce qui fait qu'elle retient tout, donc, ce qui fait que je suis concept director parce que c'est strict de point. Elle est programme en project director parce que c'est subtil, ça permet de traiter les détails. À part ça, pour le reste, vraiment, comme elle a dit, c'est un melting pot. Il faut vivre le moment présent. À force de vouloir organiser, on ne vit pas. On ne vit pas. Et je crois qu'on est plus potes que lovers, plus potes que couple, plus potes que collègues. Ce qui fait, c'est un petit move, je ne veux pas mentir que je suis un homme, sa femme a marqué le respect, ou je ne sais pas pourquoi. Non, c'est une façon de dire que on a dépassé le niveau basique de I don't perceive respect de manière comme tous les autres. Je peux entrer des émissions me dire c'est des bêtises, c'est que je suis en train de dire. Je ne veux pas dire en tant que l'homme, tu ne peux pas me parler comme ça. Et tout. Mais il faut aussi analyser les tempéraments parce qu'il y a des moments où tu vas sentir qu'ici, même si tu dois lui dire que tu as quel niveau, parce que moi, en tant que CEO maintenant, j'ai aussi des choses que j'ai demandées dans la programmation que tu progresses à quel niveau, tu devais envoyer tel offre et tout. Je regarde quand même à quoi ressemble son visage, si elle est stressée, si elle est énervée. Regarde qui tu veux, regarde. Ouais, parce que les femmes, en fait, c'est pas les hommes. Et je lui dis que dans le temps approprié, et je crois que moi, principalement, je pense que je grandis beaucoup depuis que je suis marié parce que je pense que je suis plus patient, je suis plus attentif, je suis plus poli. Bref, j'apprends quoi. Oui, justement, En fait, non. Justement, est-ce qu'il y a eu parfois des défis à relever qui ont été très difficiles? Si oui, quels ont été les défis les plus difficiles que vous ayez à relever? D'abord personnellement, dans votre couple et après, professionnellement aussi à Chorus. Mais trouver notre juste milieu, trouver notre équilibre, trouver l'harmonie entre tout ça. Vraiment, c'était un gros défi. Ça a pris du temps de savoir comment est-ce qu'on peut s'organiser, qui fait comment est-ce qu'on structure tout. Ça a vraiment pris du temps. Et ça, on continue à travailler dessus. On est arrivé à un niveau où l'équilibre est atteint
il y a des moments où on travaille bien, mais il y a des moments où vraiment, tout l'ambiance, à la fois familiale et autres, pas toujours qui passe. Donc, on n'a pas encore atteint cet équilibre-là, mais on est en train de travailler dessus. Et je pense que c'est un gros challenge, comme disait Sophie. Le premier, c'est que nous, on ne voit pas le problème. Soit tu veux tout comme, qu'est-ce qu'on peut faire pour arranger? Comment on peut optimiser ça? Comment on peut évoluer? Je crois que nos personnalités aident aussi à... C'est intéressant ça. Vous avez, avant, c'était difficile de jongler entre les responsabilités familiales et professionnelles, mais là, vous avez pu retrouver votre équilibre et vous avez accepté le fait que de temps en temps, ça peut être déséquilibré, comme ça ou comme ça, mais après, vous réussissez à vous remettre en selle et continuer sur la lancée que vous êtes fixée sur l'atteinte de vos objectifs, en fait. Yeah, it's just how to prioritize. OK. C'est-à-dire, quand tout est compliqué, quelle est la priorité actuelle? OK. Et en termes de projet professionnel à Chorus, quel a été le plus gros défi que vous ayez à relever? Le plus gros défi, c'est de se faire payer à la hauteur du travail effectué et de faire comprendre la pertinence même du travail à la personne qui a besoin de ce service-là. Ouais. C'est ça le plus gros défi. Si c'était seulement l'architecture, ce serait bien. Mais maintenant, need to marketing, branding, sales. Là, c'est un univers parallèle, je ne sais pas comment dire ça. Techniquement, vraiment, on n'a pas encore d'abord, mais réussir à convaincre les gens. C'est ça la plus grosse difficulté. Réussir à convaincre les clients. Parce que, en fait, et bon, je vais aussi parler peut-être des chantiers. La mentalité bantou, c'est la construction. Or, nous, on a appris à l'école à être des maîtres d'ouvrage, c'est-à-dire que tu es le chef, et puis même le client ne va pas t'embêter. Parce que selon la loi, même le client ne doit pas te déranger. Une fois qu'il t'a fait confiance, il signé le contrat. Il n'a qu'à t'enfermer s'il n'est pas d'accord. C'est-à-dire, pour le reste, il te dérange. Mais en Afrique, ce n'est pas le cas pour la plupart des cas. Et je dirais même de manière générale. L'humain veut toujours s'impliquer, veut toujours se projeter. Et ça amène à des conflits d'intérêts, ça amène au fait que il n'y a pas un véritable équilibre dans la prise de décision, etc. Tu vas te rendre compte que tu te donnes une instruction à un technicien, le propriétaire vient, il discute ensemble, il dit j'ai dit à l'architecte, c'était l'architecte à le technicien, il fait ce que je... Bref, je reviens maintenant. Quand il se rend compte de l'erreur, il s'excuse et tout. Bon, c'est pas évident. On comprend que les difficultés actuellement que vous rencontrez en tant qu'entrepreneur dans l'architecture, c'est parce que les clients n'arrivent pas à cerner l'impact que vous aurez en réalité dans leur vie, parce qu'ils se disent que c'est standard, c'est conventionnel, mais vous proposez un service qui est différent, qui a une plus-value autre que ce qui existe, et c'est plus difficile de passer le message au client, en fait. Je prends un exemple. On prend les maisons des habitants autonomes, antifragiles. On va te dire par exemple que, OK, au lieu de la fosse chic, qui coûte peut-être 10 000, tu vas faire un biodigesteur, une station d'épuration et tout, une mini-station d'épuration, qui coûte peut-être 1,3 million, mais qui te procure du gaz suffisamment peut-être pour... Tu ne fais pas d'élevage ou autre chose qui va te permettre d'avoir peut-être 2 heures de gaz ou 1 heure de gaz par jour. Plus du compost, qui est un animal naturel et riche, qui peut te permettre de nourrir tout ce que tu as comme végétation dans ton environnement. Ou à défaut même de la personne regardera uniquement le court terme, 800 mètres. Il ne va pas voir l'économie qu'il fait sur, je sais pas moi, sur toute sa vie. Si il calcule le nombre de 2 heures de gaz fois, je sais pas moi, combien de dizaines de décennies, il ne voit pas ça, il ne réussit pas à percevoir ça. Et ça, c'est le gaz. Maintenant, dans tous les éléments, quand tu dis architecture durable, tu vas dire non, le faux parpaing, comme tu ça coûte 200, maintenant c'est 275, un truc comme ça. Or, la brique coûte, disons, le même prix. C'est devenu moins. Ce qui est bizarre, c'est qu'actuellement, même, c'est la brique qui est moins. Et ça t'évite en même temps de recourir au SI. Quand on traite aussi la ventilation de ta maison,
Donc, mais tu vas devoir nous payer plus pour qu'on caractérise la terre, pour qu'on supervise la mise en œuvre, parce que le parcours, et puis on cache tous les défauts. Mais quand on fait un mur en brique, il faut surveiller les techniciens de manière plus méticuleuse, parce qu'une fois que c'est fini, et tout doit être bien fait. Quand on va comparer les deux, évidemment, tu auras même moins dépensé avec la technique des briques et tout et tout. Mais se dit que ce qu'il te paye, il aura pu payer le ciment avec. C'est une réflexion, ça make no sense, mais c'est comme ça. Et ça, c'est dans tous les éléments de la maison, c'est pareil. Quelqu'un dit qu'il veut des chambres, je veux 2 chambres, je veux 3, une cuisine, et dans une cuisine meilleure. Il n'a même pas le budget parfois. Mais tu lui dis que c'est pas ce que tu veux qui est le plus important, c'est comment tu vis. C'est comment tu vis. Si tu es professeur, tu bavardes toute la journée au lycée et tout ça. Quand tu vas le soir, il faut qu'on te crée un process de silence dans ta maison. Tu sois apaisé et rechargé pour que demain ça avance. Si tu es médecin, tu es à l'hôpital avec les lumières, si tu dois bien voir les détails, tout. Donc, quand tu rentres à la maison, il faut un process maintenant. En français, on dit contraste de luminescence. On doit réadapter tout. Ta rétine, tout. T'apaiser pour la personne. Mais je te dis que pour réfléchir sur ça, tu devras donc payer plus. Mais vu que tu ne peux pas factuellement lui dire que tu vas éviter telle maladie, telle chose. Voilà. C'est pas comme le commerce. Donc, il va te dire que ça ne sert à rien. Pardon, fais comme d'abord les autres, je fuis d'abord le loyer. Oui. Tant mieux tu loues et tu investis ton argent, tu construis quelque chose qui te rend plus malade. Oui. Oui, je vois, je comprends bien l'impact que vous avez. Peut-être ça aussi lié à la société en elle-même, à la culture. Ça va peut-être prendre un peu plus de temps, mais ça va arriver à un moment donné. Les C'est gens vont... Comment? Partout dans le monde, il n'y a pas encore une société dans laquelle l'architecte durable a vraiment sa place dans le monde de manière générale. Ce n'est pas propre à l'Afrique. Et en Afrique, encore, vers la carence de moyens, c'est ça. Oui, mais je pense quand même qu'à l'étranger, c'est un peu plus fréquent. On voit de plus en plus les structures qui se prennent en compte tout ce que tu as dit. Mais en Afrique, c'est tellement nouveau. Vraiment, pour que quelqu'un accepte ça, il faut vraiment du temps, peut-être les générations un peu plus récentes, peut-être. Mais quand même, je me dis qu'avec le temps, avec les promotions que vous faites, ça va arriver. Forcément, vous avez quand même des clients qui acceptent vos œuvres, vos ouvrages. Bien sûr. Il y a notamment le mot. Il y a quelques personnes folles comme nous. Voilà. Qui ne réfléchissent pas normalement. Oui. Qui décident de... Mais jusqu'ici, nos clients sont tous des personnes, on va dire quoi, des spécialistes, des scientifiques, des professionnels de leur domaine. On a compris que quelqu'un est expert dans quelque chose, il comprend la valeur de l'expertise. Donc, il connaît ce que c'est qu'être expert dans quelque chose. Du coup, même s'il ne comprend pas tout ce qu'il dit, il sait que tu es un expert, donc il te fait confiance. Quand moi je parle voir un médecin, moi je suis tranquille, je sais qu'il est expert de ça. Je commence par dire que Google a dit que bon, petit Google a dit. Non, je ne veux pas savoir. Parce que j'estime que c'est un domaine de compétence et je peux proposer mieux que ce que je pense. Je voulais savoir, donc pour toi, Cédric, c'est quoi le succès? Pour toi, Christophe, c'est quoi le succès? En un mot, sans utiliser le mot succès. Le succès, c'est l'équilibre. Quand tu atteins l'équilibre, tu as le succès, non? Ça, c'est pour moi. Si moi, j'ai équilibré sur les aspects de ma vie, moi, j'ai le succès. Magnifique. Je veux dire l'épanouissement. Voilà, l'épanouissement. Voilà. Donc, vous complétez très bien. Équilibre, épanouissement. Ça veut dire que vous êtes fulfilled, vous êtes complet. En réalité, en fait. C'est magnifique. Et pour vous, quelles sont les 3 qualités essentielles pour réussir en Afrique? Puisque les gens doivent changer de mentalité, vous avez des conseils. Maintenant, quelles sont les 3 qualités qui doivent développer pour réussir en Afrique? Versatilité, résilience, versatilité, ok. Résilience, travail. Versatilité, c'est ce qu'on dit aussi l'agilité, c'est-à-dire la capacité de s'adapter. Résilience, il faut savoir supporter la difficulté, il faut savoir persévérer. Oui, et dernier, c'est qu'il faut travailler. Ça va pas tomber du ciel. Je dirais pas travail, je dirais diligence. Oui, diligence. Plutôt diligence. Diligence. Ça, c'est la discipline alors. Avec attention et empressement. Diligence veut dire travailler, faire quelque chose avec attention et empressement. Oui.
Ok, magnifique. Donc, versatilité ou agilité, Versatility, résilience Résilience, et intelligence. diligence. Donc, si quelqu'un veut réussir en Afrique, il doit automatiquement et obligatoirement développer ces trois qualités-là. Une personne doit écrire le titre d'un livre. Votre livre. Qu'est-ce qu'on doit écrire sur ce livre-là, à la fin de votre vie? ils ont sauvé le monde grâce au design. Ah, ok. Donc, vous avez sauvé le monde grâce au design. Magnifique. Donc, c'est ça qui résumerait toute votre vie, c'est que vous avez sauvé le monde grâce au Grâce design. au design. La dernière question, c'est de quel est ton message pour ces hommes qui souhaiteraient, ou alors qui souhaitent que les femmes restent uniquement à la cuisine? Ça, c'est une question piège, attention. Moi, je sais pas. Moi, je définis le féminisme comme l'épanouissement de tout le monde. C'est ça pour moi le féminisme. Parce qu'il n'y a pas le masculinisme dedans, forcément. Féminisme et humanisme, ça doit être la même chose pour moi. Voilà, tu t'es mis Donc, à partir de ce moment-là, la cuisine, c'est, je veux dire, c'est mettre ensemble différents éléments pour créer de la saveur. Les gens voient seulement ça dans le sens du goût, c'est-à-dire ce qu'on mange dans le ventre. Mais moi, je vois ça dans le sens de qu'est-ce qu'elle peut mettre ensemble pour créer de la saveur dans ma vie. Si sa cuisine là, peu importe ce que c'est, pour moi, c'est la cuisine. Donc, véritablement, la place de la femme serait dans la cuisine. Ok, c'est bien dit. Tu t'es bien sorti du groupe là. Tu t'es bien sorti. Bon jeu de pirouette, c'était magnifique. Et avec beaucoup de mots d'attention, c'est que tu penses ce que tu dis vraiment et tu le ressens. Merci beaucoup, c'était tout ton message. Et pour toi, Christelle, quel est ton message pour les femmes et les jeunes filles qui disent qu'elles ne peuvent pas y arriver? Elles peuvent y arriver. Ça, c'est ce que je comprends. Je commence par là. Et quel que soit le couloir qu'elles choisiront, il suffit de réellement aimer ce qu'on fait et de bien le faire. Que ce soit en tant que femme au foyer, que ce soit en tant que femme à l'activité. D'ailleurs, on est tous des femmes au foyer. Je ne sais pas pourquoi ça sonne péjoratif. Je ne sais pas pourquoi ça sonne péjoratif, mais on est toutes des femmes au foyer et on devrait, en tant que femme, se donner la force et les moyens d'accomplir ce qu'on a fixé comme objectif. Que ce soit au niveau de la maison familiale, que ce soit au niveau du travail, de l'école et autres. Nous sommes capables. On a déjà des femmes dans le monde qui nous ont montré qu'il n'y a pas de limite à se fixer. Et je pense qu'en regardant vers cet exemple-là, on peut se donner la force et la motivation nécessaires pour atteindre ces différents objectifs. Et pour celles qui n'ont pas pu peut-être pousser au niveau des études, il n'est jamais trop tard de capitaliser déjà ce que tu as dîné, ces aptitudes-là, ces atouts que tu as déjà. Tu peux trouver les moyens de les rentabiliser et d'épanouir réellement le chemin de X n'est pas forcément le chemin de Y. Tu peux être à la maison et tu es même plus épanoui que quelqu'un qui est milliardaire. Tu peux être milliardaire, ton rêve a toujours été d'être une femme au foyer. Donc, vraiment, ne soyons pas complexés parce que les femmes sont trop complexées aujourd'hui, vraiment. Choisis ton couloir, assume, vis ta vie, sois équilibré. Chill, vraiment, il y a trop de choses qui stressent. On ne devrait pas s'imposer encore un stress supplémentaire. Ok. Jeune femme, sois fière de ce que tu as, sois fière de ce que tu peux faire et fais-le. Magnifique. En fait, vraiment, moi, je suis très sensible à la question des femmes, même si je ne suis pas que je suis féministe et tout. Je pense qu'on a trop stigmatisé, on a transformé le combat pour la fin de la souffrance féminine, c'est-à-dire que des abus faits aux femmes en un combat d'égalité. L'égalité n'existe pas et c'est la différence qui fait la beauté du monde. Moi, quand je dis l'égalité n'existe pas, je ne parle pas d'égalité de chance. Je ne parle pas d'incapacité à. J'imagine toujours que s'il fallait facturer de manière financière le rôle de femme au foyer, ce serait le poste le plus cher du terrain. Donc, personne ne peut payer ça. C'est pour ça que personne ne veut même le faire, en fait. C'est tellement difficile d'être mère, d'être père, que il faut vraiment se déconstruire. Il faut s'accepter comme elle a dit. Donc, je dirais à la jeune fille de jouer que l'avenir de la planète dépend de ta capacité
à t'assumer plus qu'à celle du garçon. Parce que quand on a des vraies femmes, l'homme se responsabilise. Quand les femmes veulent devenir comme les hommes, ils deviennent ce qu'on appelle aujourd'hui le garçon princesse. Donc, la femme, c'est le moteur, c'est l'essence même de l'humanité. Donc, pour moi, même si je suis un homme. J'étais vraiment ravie d'échanger avec vous, de discuter avec vous, d'entrer dans votre monde, d'être dans la peau des architectes du futur que vous êtes et qui veulent sauver l'humanité grâce au design. C'était un plaisir de vous avoir et bon courage dans toutes vos activités. Bye bye. Merci. Ciao. Bye bye. Ciao, ciao.